Harold Iman, bonjour et Bonjour. bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Géopolitiquement correct et incorrect, un livre paru aux éditions Talendier, dans lequel, à travers des questions-réponses, vous prenez le parti de dévoiler et de clarifier les nœuds de tension entre puissances dans notre monde actuel, afin que le lecteur puisse mieux les comprendre. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de cet ouvrage et en quoi est-ce qu'il vous semblait important de rendre la géopolitique accessible à tous ? Déjà, rendre accessible à tous, c'est un but en soi. C'est mon but à la télévision, en général. Parler pour le plus grand nombre et pas pour le plus petit nombre. La genèse de ce livre, c'est tout d'abord l'envie d'écrire quelque chose qui soit donc évidemment l'exercice contraire à la télé. La télé, c'est 3 minutes, l'écriture, c'est 3 heures, pour à peu près expliquer la même chose. Donc, j'ai voulu écrire. Et au début, je ne savais pas quoi écrire parce que je sentais qu'il fallait expliquer comment tout le système de la géopolitique marche à la télé, à la radio. J'ai voulu faire une espèce de guide pour le lecteur, comment comprendre la petite galaxie des géopoliticiens. Et peu à peu, on a abandonné ça avec l'éditeur. On a dit, il faut raconter le cœur du sujet, qui est la géopolitique elle-même, là, aujourd'hui, comme elle se passe. Alors, la notion de géopolitique, elle s'est construite au XIXe siècle, mais en France, le terme est vraiment entré dans le discours depuis une trentaine d'années. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la géopolitique à la française ? Alors, en France, moi, j'ai fait le lycée français de New York, en l'occurrence. Et le mot n'a jamais été employé à l'école, mais, donc, parce que c'était il y a 30 ans et un peu plus, mais le concept a toujours été là, d'associer l'histoire et la géo. L'attelage histoire-géo, ça, c'est une spécificité française si on compare à ce qui existe aux États-Unis, que je connais aussi. Donc, à cause de ça, le public français en général a une appétence pour la conjugaison de l'histoire de la géographie. Donc, quand on dit les invasions barbares, les Huns, ou les Romains, ou Alexandre le Grand, on voit la Perse, on voit la steppe, on voit l'Ukraine, on voit la Hongrie. Tout ça, c'est automatique et ça reste. Et ce goût-là reste chez les Français. Et la géopolitique à la française d'il y a 30 ans, essentiellement l'œuvre d'Yves Lacoste, qui est un géographe, plutôt qu'autre chose, il a remis en selle cette notion de tout calculer en blocs terrestres et en ressources et en hommes et en militaires aussi, de regarder de cette façon. Il a remis en selle parce que cela avait été très malmené par les nazis, puisqu'ils pensaient toujours de cette manière, et un peu par la suite par les soviétiques, qui eux aussi avaient une vision dans les régimes totalitaires. C'est très automatique d'avoir des visions de ce type, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, expliquer à son peuple. On dit juste qu'il y a des gros ensembles, des grosses masses, et il faut faire attention, et les militaires sont un peu dressés à ça, et pas du tout à l'esprit critique. En France, Yves Lacoste et d'autres ont remis en selle une géopolitique qui était sympathique parce qu'elle est ouverte, mais quand même, elle prend en compte aussi ces masses et ces gros morceaux de territoire. Alors, dans votre livre, vous nous expliquez donc le monde d'aujourd'hui et à travers différents chapitres, vous nous emmenez dans toutes les zones géographiques de l'Europe à l'Asie, en passant par le Moyen-Orient, sans oublier les continents américains et africains. Est-ce que vous aviez aussi la volonté dans ce livre de peut-être sortir d'une conception occidentalo-centrée de la géopolitique ? En fait, je dirais que non, parce que l'occidentalocentrisme, c'est même difficile à dire, mais ce n'est pas si grave si on le tempère. Si on le tempère, je ne vais pas, si vous voulez, surdoser comme si j'étais chinois ou russe ou australien. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Partons de ce que nous sommes et allons vers l'universel. Donc, je pars de Paris, pic, le centre, et je regarde tout autour.
Pas par rapport à la France, je peux dire, je parle de la France si vous voulez. Je parle de la France et je regarde tout autour. Donc, et je regarde avec un œil qu'un Français peut comprendre, mais il peut comprendre énormément de choses. Il suffit de l'y amener. Donc, je pars du franco-français pour finir universel. C'est un peu la formule. Alors aujourd'hui, les enjeux de la géopolitique et les défis à relever sont nombreux et difficiles, d'autant plus qu'ils sont en constante évolution, comme le montre tous les jours l'actualité. Ces jours-ci, on parle beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, à l'heure où la guerre dans l'est de l'Ukraine pourrait dégénérer en un conflit à grande échelle. Est-ce que selon vous, on risque aujourd'hui une seconde guerre froide ? On est dans une seconde guerre froide. Ce n'est plus un risque, mais elle est beaucoup moins lourde que la première. Mais on est déjà dedans. Les uns et les autres se tirent dessus avec des armes qui viennent d'un bloc ou de l'autre. Donc les rebelles en Ukraine sont 100% équipement russe. Et face à eux, les Ukrainiens sont le vieil équipement soviétique, donc russe, plus ce qu'ils arrivent à faire entrer de l'Occident, qui leur vend très peu. Donc c'est déjà un genre de guerre par procuration. Maintenant, est-ce qu'on a fermé toute la frontière, tout le long de la frontière entre la Russie et l'OTAN? Non. Donc, mais l'engrenage est lancé et il faut déjà penser en ces termes. Et si l'on pense en ces termes, la meilleure issue possible serait de résoudre ce problème et en sortir. Mais se faire semblant, se faire croire qu'il n'y a pas cette guerre, ça ne va pas la faire partir. Alors s'intéresser à la géopolitique, c'est aussi s'adapter constamment, remarquer constamment des évolutions. Selon vous, quels seront les grands enjeux géopolitiques de demain, ce qu'on peut sentir dès aujourd'hui? Alors en puissance, la Russie sera une espèce de problème permanent. Et donc l'Europe sera obligée de se prendre en main parce que les États-Unis, ils soutiennent ou ils provoquent ou ce qu'on voudra, mais c'est quand même les Européens qui, à la longue, devront tenir leurs frontières. La frontière de l'OTAN, c'est la frontière de l'Europe libre, grosso modo, hein, c'est-à-dire les pays baltes en descendant. Donc la Russie sera une préoccupation permanente et elle l'est déjà. Dans les milieux qui s'intéressent à ça, y compris habillés en vert ou en bleu, depuis au moins 10 ans en France. Donc, il y a ça. Il y a évidemment la Chine. Il y a la Chine plus le Japon, les frictions maritimes. Et moi, je pense que l'Inde va devenir quelque chose de vraiment remarquable. C'est quand même 1 milliard de personnes, dont 800 millions d'hindous, en gros, qui n'ont pas encore donné leur grand cri dans l'histoire. Ils n'ont pas encore fait irruption sur la scène mondiale et ils ont énormément de passion en eux. Donc moi, je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont bouger, ils vont faire quelque chose. Donc il faut voir ce qu'ils feront et on aura dans l'avenir un jeu, un billard à plusieurs bandes. Ce sera les Russes avec ou sans les Chinois Chinois avec ou sans les Russes, les Indiens avec ou sans les Russes, les Européens avec ou sans les Indiens, etc. Donc ce sera un jeu beaucoup plus comme le 19e siècle que comme la guerre froide.